Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 16 de Vivant avec La Voix Podcast. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de cette première saison de Vivant. Mon invité restera anonyme, ou presque, puisque aujourd'hui je reçois La Voix Podcast. Madame H, comme j'aime à l'appeler, reviendra avec nous sur son parcours et son histoire, celle qui est à l'origine du lancement de son podcast, appelé aujourd'hui La Voix. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Madame H de La Voix Podcast. Bonjour Madame H, bienvenue dans Vivant. Comment vas-tu aujourd'hui ? Un peu stressée, franchement, pour être tout à fait honnête avec toi, un petit peu stressée, ouais. Pourquoi ? T'as l'habitude des podcasts ? Ouais, mais je suis toute seule, souvent dessus. Je m'enregistre toute seule et puis c'est moi qui vais tendre mon micro aux autres. Et donc là, c'est un peu l'arroseur arrosé. Donc ouais, je suis un peu stressée. Bon, rassure-toi, ça va bien se passer. Ma chère voix, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis une voix qui cherche sa voix. C'est comme ça que je me présente sur mon podcast. Effectivement, dans la vraie vie, j'ai un prénom. Si je communique pas sur mon prénom, c'est tout simplement parce que j'ai ce besoin de rester, je sais pas, dans un truc un peu d'anonymat, de me dire que voilà, je suis préservée. Ça me permet en fait, en évitant de m'identifier, de partager plus de choses, de parler plus de moi. Je sais pas si c'est très normal de faire ça, mais en tout cas, moi, c'est ma démarche. Donc, de temps en temps, on entend mon prénom dans certains de mes podcasts. Ça me permet de voir qui écoute vraiment. En fait, c'est des tests que je fais. Mais ouais, je suis sur un chemin particulier. Alors, comme tout le monde, hein, depuis ma naissance, mais je dirais que ce chemin-là a pris une autre direction à l'âge de 4 ans, quand j'ai appris la maladie de ma mère. Et ma mère est morte quand j'en avais 14. Et là, j'ai pris encore une autre direction. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, j'ai tout un parcours autour de ce qu'on appelle la mort. Après, j'en parlerai peut-être tout à l'heure de ma vraie vision de ce mot-là. Mais en tout cas, voilà, je chemine autour de ça, de cette maman qui n'est plus là depuis des années. Alors, on va en parler puisqu'effectivement, ta maman prend une place prépondérante dans ton podcast et c'est bien normal. Est-ce que tu pourrais du coup nous raconter ton histoire, peut-être même depuis le début ? Eh ben ouais, allez, c'est parti, on y va. Je vous laisse vous installer sur vos rocking chairs près de la cheminée. J'en rigole comme ça aujourd'hui. C'est évidemment tous ceux qui ont perdu quelqu'un savent que généralement, on a mis en place tout un système de protection, une espèce de carapace qui nous permet d'évoluer et de continuer à avancer dans la vie. Donc j'en parle avec un certain détachement, mais c'est aussi parce que j'ai fait tout un travail qui me permet de le faire aujourd'hui. Donc à l'âge de 4 ans, j'apprends que ma mère a un cancer. Et même encore aujourd'hui, ce mot, j'ai du mal à le dire. J'ai toujours l'impression que quand je le dis, je vais en avoir un moi-même. Donc vous voyez, j'ai fait un travail, mais j'ai encore du boulot et des années qui m'attendent derrière pour progresser. En tout cas, à l'âge de 4 ans, je comprends quand même que ce mot, que c'est ma sœur qui le prononce, elle en a 7 à l'époque, je comprends que c'est un mot dangereux, c'est quelque chose qui va pas être sympa à vivre en tout cas. Je comprends que c'est un truc grave, mais par contre, je comprends pas qu'on peut en mourir. Donc ma mère, au moment du début de sa maladie, les médecins lui disent et lui annoncent, parce que bien sûr les médecins savent lire dans l'avenir, hein, c'est bien connu, et ils lui disent « Madame, vous en avez que pour 5 ans à vivre ». Et elle aura réussi à vivre 12 ans. Donc ça veut dire 2 choses, qu'il ne faut pas toujours écouter les médecins, et que ma mère avait une grande force à l'intérieur d'elle. Je pense que le fait d'avoir des enfants en bas âge à ce moment-là, elle s'est surpassée pour nous amener jusqu'où
elle a estimé devoir et pouvoir nous amener, c'est-à-dire aux portes de l'adolescence en ce qui me concerne, à l'adolescence pour ma sœur. Et je pense qu'elle est partie en se disant que voilà, on avait de bonnes bases, quoi. Elle avait fait ce qu'elle avait pu. Alors on parle souvent du décès de quelqu'un, de la mort de quelqu'un. Moi, longtemps, les gens se sont arrêtés à ça en se disant bah ouais, c'est compliqué, sa mère elle est morte. En fait, ce qui est compliqué aussi, c'est de vivre 12 ans de maladie quand tu accompagnes quelqu'un dans la maladie. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites justement autour de ça. Il y a des associations, il y a des choses. Moi, à l'époque, il n'y avait rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ma mère qui est malade, il y a ses hauts et ses bas sans arrêt. Il y a des camions de pompiers qui sont là quand je sors de l'école devant l'immeuble pour emmener ma mère. Il y a des grandes victoires parfois, parce qu'elle a eu 1 an de rémission dans son cancer. Et puis, il y a surtout une époque, on est dans les années 80 à ce moment-là, et il n'y a pas grand-chose qui est fait pour la psychologie des enfants. De manière générale, ceux qui sont nés dans les années 80 le savent très bien, on était un peu comme ça, quoi. Voilà, élevés. On était les enfants, quoi. Donc personne n'est venu s'intéresser à ce qu'on pouvait ressentir, et ma sœur et moi, à ce moment-là. Aucun adulte, jamais, pendant 12 ans de maladie, on est venu me voir en se demandant comment je vivais les choses, quoi. Donc j'ai emmagasiné beaucoup d'émotions. J'ai eu l'impression que je les mettais dans une pièce secrète à l'intérieur de moi. Et finalement, j'ai eu raison, puisque des années après, et c'est comme ça qu'on en vient à faire des psychothérapies et autres, c'est qu'à un moment, quand on devient adulte, ce qu'on a emmagasiné enfant, va falloir se l'expliquer à soi-même, quoi. Donc on a vécu comme ça pendant 12 ans, avec des choses évidemment traumatisantes, des grandes joies aussi. Et puis... Pardon. Vas-y. Et ton regard d'enfant, justement, sur cette maladie, c'était quoi ? Profonde injustice, une grande colère à des moments, la peur, et puis ça veut dire aussi ne pas voir sa mère tout le temps. Parce que ça, on en parle peu. Ça veut dire que ma mère, alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, je crois que les chimiothérapies, c'est quand même autre chose que c'était, c'était pas pareil à l'époque, quoi. C'est-à-dire qu'elle partait plusieurs semaines à l'hôpital. Peut-être même plusieurs mois, j'ai pas la notion. Il y avait ma grand-mère, heureusement, qui venait habiter chez nous. Donc ça compensait le manque que je pouvais avoir, mais c'est ne pas voir sa mère. Et quand on va la voir, c'est la voir à l'hôpital. En plus, il y avait ces espèces de lois où les enfants mineurs peuvent pas aller dans tous les services, donc il fallait la voir à la cafétéria de l'hôpital. Enfin voilà, c'est des drôles de trucs. Et puis surtout, comme j'ai grandi avec cette maladie, finalement, je n'ai jamais vraiment, ça c'est la vérité, envisagé qu'elle puisse en mourir. Puisqu'il y avait sans arrêt, un peu comme dans les films, des hauts, des bas, mais à chaque fois, finalement, ça allait mieux. Donc, pour moi, on allait continuer à vivre comme ça. Et ce qui fait que quand j'apprends qu'elle va mourir, parce que j'ai eu cette chance-là de le savoir, donc de pouvoir lui dire au revoir, je suis foudroyée. En fait, je comprends pas que ça va vraiment arriver. Enfin, c'était inimaginable, parce que j'ai eu des remarques après de gens qui me disent « Ah, au moins, t'as eu de la chance !» On a tous rencontré ces gens vachement sympas et très très fins qui m'ont dit « Ouais, t'as eu de la chance, parce que au moins, c'est les longues maladies, on est préparé, quoi. C'est pas un accident. » Oui, on peut tout relativiser. Je comprends le fond de ce que... C'est très maladroit. Ouais. Très maladroit. Je comprends le fond du truc, mais en fait, non, moi vraiment, avec mon regard d'enfant, d'adolescente, non, j'ai jamais... le choc, je l'ai eu profondément. Le jour où j'apprends qu'elle va mourir, je suis foudroyée. Donc je l'ai eu, ce truc-là. Je n'avais jamais envisagé autrement. En plus, ma mère était quelqu'un de hyper rassurant. Quelqu'un, alors évidemment, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui pensent ça de leurs parents, mais d'assez exceptionnel. J'ai eu de la chance de rencontrer cet individu et qu'elle soit ma mère pendant, certes, peu de temps, 14 ans, mais j'ai eu beaucoup de chance. Donc c'était aussi dire au revoir à tout ça, à cette personne spéciale qui m'apportait énormément malgré sa maladie. Parce que malgré sa maladie, c'était quelqu'un... en fait, elle se laissait jamais abattre, d'une grande force, elle allait toujours vers les autres, elle a aidé énormément de gens, elle se plaignait jamais... Donc la maladie, elle existait par moments, mais il y a plein de fois, de par son tempérament, on oubliait aussi qu'elle était malade. Donc non, j'étais pas... les derniers temps, quand j'allais la voir à l'hôpital, j'étais en 3e,
Et en fait, j'avais le droit de sécher les cours. C'est génial que j'ai le droit de faire ça, parce que comme ça, j'ai pu profiter de ma mère toute sa dernière semaine. Et du coup, j'allais la voir, mais je me disais pas, à ce moment-là, je sais pas encore qu'elle va mourir. J'allais la voir comme j'allais la voir d'autres fois, et je passais du temps avec elle, et jamais je me suis dit, en la voyant, pourtant elle devait être, la pauvre, vraiment dans un état incroyable, je me disais pas qu'elle allait mourir, je pensais qu'elle allait revenir. Jusqu'au moment où un week-end, j'appelle l'hôpital pour essayer de parler à ma mère. Et en fait, c'est une infirmière qui répond. Et elle me dit, elle ne peut pas vous parler. Et je dis, comment ça, elle ne peut pas ou elle ne veut pas? Et cette nuance m'a permis de comprendre et d'avoir la réponse que j'attendais. Elle me dit, elle ne peut pas. Et à ce moment-là, je sais. Je suis foudroyée, je sais que ma mère va mourir. Juste parce qu'elle me dit ça, parce que ça ressemblait pas à ma mère en fait. C'est comme si il y a un truc qui était vraiment déstabilisant. Je me dis mais non, enfin, peu importe comment elle est, bien sûr qu'elle m'a toujours répondu au téléphone. Donc si elle peut pas me répondre, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, pour éviter parce qu'il y avait ma sœur, on était toutes seules. C'est comme si en fait à ce moment-là tout s'est mis sur pause dans mon cerveau. Je voyais tout au ralenti, je sais pas comment expliquer. Je savais que chaque chose qui allait se passer à partir de maintenant aurait une incidence. Il y aurait des conséquences pour plus tard sur ma sœur ou sur moi. Donc, je voulais pas que ma sœur me gère dans cet état qui était en train d'arriver, c'est-à-dire que je sentais que j'allais basculer dans un truc qui était pas bon. Je me disais, elle va être traumatisée plus tard si elle doit me gérer toute seule. Donc, je lui ai demandé de m'accompagner chez des voisins, qui n'étaient pas des amis, des voisins. Je voulais qu'elle m'emmène chez des adultes pour qu'elle n'ait pas à me gérer. Et donc on se retrouve là-bas chez ces gens-là. Mon père rentre de l'hôpital et je lui pose la question et je lui demande est-ce que maman va mourir. Et là à ce moment-là évidemment j'espère que comme dans un film américain il va me dire que non et que je me suis fait des idées. Et là il me dit oui. Et c'est là où je vous dis je suis foudroyée comme un éclair très très froid qui me transperce en fait. Je crois que j'ai crié mais je m'en rappelle pas ça. On m'a parlé de ça plus tard après que voilà. Et bizarrement, toujours pareil, à ce moment-là, je me sens... je sais pas ce qui se passe, mais je suis comme portée par un truc. Je retourne chez nous, et là, je me mets à appeler tous les gens de notre entourage. Il y avait un calepin, là, dans le petit meuble de téléphone de la maison. Et j'ai 14 ans et j'appelle tout le monde. J'appelle mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, des amis de la famille. J'appelle tous les gens que je vois et je leur dis allô, c'est moi. Je t'appelle pour te dire que maman elle va mourir. Donc si tu veux venir la voir, c'est maintenant. Et je sais pas comment on me laisse faire ça. Je le fais. Et donc finalement, il y a assez vite plein de gens qui arrivent. Donc le truc m'échappe aussi. C'est comme si, parce qu'on passe du week-end familial où on est relativement tranquille, à d'un coup. Là, j'ai plus, même des années après, la notion du temps, de rien. Et je sais juste que ça grouille de gens. Il y a des gens chez nous, il y a des gens qui vont à l'hôpital. Et moi, bizarrement, j'y vais pas à l'hôpital. J'arrive pas à y aller. Il y a comme un truc, ouais, pendant 24 heures, j'y vais pas. Tout le monde y va, mais moi, j'y vais pas. Et le médecin, en plus de famille, pensant bien faire, avait dit à mon père de nous donner un petit Lexomil, là. Ça fait du bien, ça. Oh là là. Pour bien vivre les choses. Donc je crois que j'étais un peu dans le coton, quoi. Et je sais pas pourquoi, pareil, il m'avait laissé avec une petite voisine, pendant que tout le monde était à l'hôpital, une petite voisine qui était plus jeune que moi, je sais pas, pour me tenir compagnie, je sais pas. Enfin, j'étais dans un truc un peu de trucs bizarres, quoi. Et heureusement, parce qu'on est souvent aidé quand même dans ces moments-là. Et souvent, on est aidé par quelqu'un qui jusqu'alors était presque un figurant. J'ai remarqué quelqu'un qui n'avait pas une place incroyable dans nos vies, qui était là. Et d'un coup, la lumière se fait sur cette personne, et c'est cette personne qui va nous aider. Cette personne, c'est ma tante Martine, qui était juste ma tata Martine, parce que moi j'ai 14 ans, donc j'ai pas de lien de fou avec des adultes de ma famille. C'était ma tata Martine, que je voyais aux réunions de famille. Enfin voilà, c'est tout, quoi. J'avais pas... Et elle, en fait, elle débarque dans nos vies. Et elle reste avec nous, elle passe la nuit avec nous, elle gère plein de trucs, elle gère les allers-retours à l'hôpital, machin et tout. Et donc là, je la vois revenir de l'hôpital et je lui dis ça y est, je suis prête, je peux aller voir maman. Et on y va. Et heureusement que je l'ai fait, franchement heureusement que je l'ai fait. Je pense que c'est une grande chance, tout le monde n'a pas cette chance, donc je la mesure aujourd'hui. Après, j'ai pas pu le faire comme j'aurais aimé le faire, puisque donc, autre fait sympa de cette histoire... En fait, ma mère savait qu'elle allait mourir. Ça, on l'a su après. Hein. Mais à ce moment-là, à ma sœur et moi,
on nous explique que quand on va aller voir notre maman, il ne va pas falloir qu'on lui montre qu'on sait qu'elle va mourir. Surtout pas. Parce que sinon, ça va créer un choc et donc elle va mourir. C'est délirant, hein. Franchement, c'est délirant. Et nous, comme on est habitués à être des petites filles, j'allais dire obéissantes, mais je crois que c'est ça. Grosso modo, quand on a quelqu'un de malade dans son entourage et qu'on grandit avec, on n'a pas envie de faire de vagues, on n'a pas envie d'en rajouter. Donc on est habitué à être conditionné un peu comme ça et à écouter ce qu'on nous demande de faire, quoi. Un peu petite fille, enfin pas sage, mais ouais, voilà, comme ça. Donc du coup, j'arrive dans cet hôpital, enfin il y en a pas qui sont pas glauques d'ailleurs, hein. Il y a rarement des hôpitaux où ça pète le feu, mais là vraiment celui-là. C'est rarement sympa, effectivement. Ouais. Mais celui-là, vraiment. Bien glauque. D'ailleurs, je crois que pas longtemps après, le service dans lequel était ma mère a fermé. Donc vraiment l'hôpital à l'ancienne, le couloir immense, hyper sombre, et il y avait une pièce dédiée aux familles en fait qui attendaient là. Et là sort mon grand-père maternel. Et donc au moment où parce que du coup je me disais, il faut que je respire, faut pas, parce que je sentais que la gorge se serrait. Et lui il sort au moment où je vais rentrer dans la chambre de ma mère et il nous redit. Surtout, les filles, il ne faut pas pleurer. Et cette phrase-là, elle va avoir un impact évidemment pour, je pense, les années qui suivent. En tout cas, ça a été 20 ans derrière, très difficile, parce que évidemment, mon cerveau, il a enregistré ça et pendant des années, je n'ai pas pu pleurer derrière. En tout cas, je suis rentrée dans la chambre de ma mère. Elle parlait plus parce qu'elle était sous morphine, mais elle avait demandé, et ça on l'a su après, à pas être trop dosée en morphine pour pouvoir continuer à garder toute sa tête, quoi. Donc elle parlait plus, mais j'ai vu son sourire. C'est le plus beau sourire, évidemment, rien que d'y repenser, même encore maintenant, c'est son sourire qui me manque le plus, je crois. Je fais une petite pause parce que ça aussi, avec tout ce que j'ai dépensé en thérapie derrière, ça me permet de réussir à parler maintenant sans pleurer. Donc j'en profite aujourd'hui, c'est un moyen de rentabiliser. Prends ta pause, il n'y a pas de souci. Et du coup, elle ne me parle pas, en tout cas si, avec le regard, je vois qu'elle est super contente. Il y a d'autres adultes qui n'ont pas la décence de sortir de cette chambre, qui sont là. Il y a ma tante Martine à qui j'avais demandé d'être là, mais d'autres gens, donc je sais pas, je sais toujours pas les identifier aujourd'hui. Quand je repense à cette scène, je vois même plus leur tête, mais je sais qu'ils sont là, qu'ils assistent à tout, donc c'est un peu compliqué de dire au revoir à sa mère devant tout le monde. Et surtout, je ne peux pas lui dire vraiment au revoir, puisque à ce moment-là, elle ne doit pas savoir que je sais qu'elle va mourir. Donc je fais des espèces de messages codés où je lui dis, puisque quelques jours après, on passe notre BEPC et notre bac, ma sœur et moi, je crois le surlendemain. Un truc comme ça. Et donc je lui dis, je suis allée réviser aujourd'hui, c'est bon, je suis prête, t'inquiète pas, on va avoir le bac, le BEPC, de toute façon je réussirai tout dans la vie. Donc je fais des belles promesses qui vont être dures d'être tenues plus tard. Mais je lui dis plein de choses, je lui dis que je l'aime. J'en profite aussi pour lui caser des messages de gens qui n'avaient pas la force de venir la voir. Donc des amis à elle qui m'avaient juste dit même tu l'embrasses bien, mais je le fais parce que je sais que ça a une importance, donc je le fais. Et puis voilà, je m'en vais parce que la gorge commence à se serrer, je sens les larmes qui montent et j'ai peur de la tuer. J'ai peur de la tuer, là je respire encore. Franchement, je fais un gros travail de respiration là. Donc du coup, je m'en vais avant de pleurer pour pas qu'elle le voie. Et puis voilà, je m'en vais, je suis contente de l'avoir vue. Et puis elle est morte le lendemain. Et ce qui est assez fou, c'est que mon père il est resté toute la nuit avec elle et puis il est juste rentré le lendemain prendre une douche et manger avec nous. Et moi en fait je comprenais pas ce qu'il faisait là parce que je sentais qu'il y avait urgence en fait. Je voulais pas que ma mère meure toute seule. Et à un moment j'ai dit c'est là il faut qu'il y aille quoi. Et je lui ai dit maintenant faut que tu y ailles. Il me dit mais attends je finis mon repas. Je lui dis non maintenant tu comprends pas, tu dégages. Je lui parlais jamais comme ça à mon père. Et il y est allé et quelques minutes après elle est morte dans ses bras. Et pareil, quand il revient de l'hôpital, nous on attendait, on était sur le balcon, on voit la voiture arriver, et j'ai encore l'espoir qu'ils reviennent et qu'ils me disent « Mais non, c'est bon !» Faut arrêter de regarder des films américains, moi je crois... Et non, en fait, il est sorti, je sais plus, il a fait un mouvement de la tête, et on a su que ça y est, c'était terminé, en tout cas pour maintenant. Au moment où ma mère meurt, je pense qu'il n'y a rien après la vie. Donc c'est fini. Basta,
Voilà, c'est fini. Mais c'est important parce que du coup, on le vit pas exactement de la même manière, quoi. C'est sûr. Et quelles conséquences cette phrase-là a eu sur toi, justement? Eh ben, après, en fait, ça se passe plutôt bien. Les années, on est comme dans un truc, je sais pas. J'ai l'impression, avec le recul, je me dis, on était à moitié fou, c'est pas possible. Parce que donc, j'ai 14 ans et demi, je vais rentrer en seconde. Enfin, on part l'été en vacances. Je pars en colo. Je sais pas, je pense 10 jours après l'enterrement. Je pars en Grèce, à l'autre bout du monde, toute seule. Mon père et ma sœur, ils passent l'été plus ou moins ensemble, à aller dans la famille. Enfin, en fait, tout ce qu'on avait connu avant n'existait plus vraiment. C'est comme un truc un peu délirant. On part en... Ouais, enfin, le fait de partir en colo, je me rappelle, je voulais pas partir. J'étais dans le car, parce qu'on avait dû prendre le car pour aller en Grèce. Ça fera l'objet d'un autre podcast, Teddy. Faudra me réinviter pour que je vous parle de mes vacances. mais je me dis, je veux pas partir. Mais je le fais. Et donc, je vis mes vacances totalement normalement, comme si il s'était rien passé. En plus, difficile de le réaliser, puisque je suis dans un autre cadre à ce moment-là, je suis loin de ma famille. J'ai des grandes bouffées d'angoisse par moment, là, en Grèce. J'arrive à avoir personne au téléphone et tout. Et finalement, on part en Bretagne derrière. C'est ma mère qui avait réservé en plus la maison de vacances à l'époque. Donc ça aussi c'est particulier, c'est-à-dire qu'on aurait dû partir à 4, finalement on part à 3. Et heureusement on se retrouve dans une maison de vacances en Bretagne, pas loin d'une partie de ma famille. Et là pareil, à nouveau je suis profondément aidée par la vie, aidée par je sais pas quoi, mais en tout cas je suis aidée puisque donc je me retrouve pas loin de chez mon cousin Didier, qui est le cousin germain de mon père. Dont je parle souvent dans mes podcasts, mais à juste titre, puisque donc lui va me parler pour la première fois d'une possibilité d'une vie après la vie. En fait, Didier, c'est quelqu'un qui a accompagné les gens en fin de vie à travers une association. Donc tout ça, je le savais. Il allait dans les hôpitaux. Donc il avait déjà un profil particulier qui m'interpellait, même quand j'étais petite. Je me dis quand même, ça doit pas être n'importe qui pour faire des choses comme ça. Il faut y aller à l'hôpital, rendre visite à des gens qui sont en fin de vie. Il le faisait. Mais je savais pas... à part ça, je savais rien en fait. On me disait aussi que Didier, parfois, il croyait aux esprits, qu'il racontait des histoires qui font peur. Enfin voilà, c'était comme ça. Voilà. Didier en lui-même, je l'avais jamais vraiment rencontré. La vraie rencontre, elle a eu lieu à ce moment-là. Et lui nous parle au travers d'histoires qu'il a vécues, au travers de livres qu'il a lus et tout, de ses croyances et notamment sa croyance principale, il y a une vie après la vie. Ça ne s'arrête pas. Et au moment où il me dit ça, je sais pas expliquer, c'est comme si je me dis bah ouais, en fait, il a raison. Et c'était ça le truc qui me paraissait... Voilà, j'étais perturbée depuis petite parce que petite, j'avais beaucoup d'interrogations sur cette histoire de mort en fait. Je demandais d'ailleurs à mes parents, je dis qu'est-ce qu'il y a après, ils me disent bah il y a rien. Nous on croit qu'il y a rien. Bon, il y a rien après la mort. Et du coup, j'ai vécu plein d'angoisses, j'avais peur de m'endormir, j'avais peur de mourir, et je me demandais à quoi ça servait de vivre s'il y avait rien après la vie. Enfin voilà, j'avais déjà tout ça, mais Didier, lui, me dit ça, me raconte des histoires, me conseille des livres à lire, et me dit aussi, tu sais, ta petite maman, il faut que tu lui envoies des prières. Et je me dis, mais moi je prie pas, enfin... je suis athée. Il dit non, mais quand je dis prière, c'est-à-dire que tu peux lui envoyer des pensées parce qu'elle est passée de l'autre côté. Et si tu lui envoies des pensées d'amour, bah ça va lui permettre de s'élever, de bien partir. Il me dit aussi, tu sais, elle va sûrement essayer de t'envoyer des petits signes, des petits coucous. Alors moi, je suis paniquée parce que à l'époque, moi, à part la Dame Blanche là qui surgit à minuit sur certaines routes de France, tous ces trucs-là, j'en ai jamais entendu parler. Et je me dis, mais moi, je veux pas qu'elle surgisse comme ça, ma mère. Il me dit, non, mais c'est ta maman, donc même passer de l'autre côté, elle va pas chercher à te faire peur. Elle t'enverra des signes que tu seras capable de recevoir, des choses qui font pas peur, mais sois attentive. Et effectivement, cet été-là, j'ai reçu mes premiers signes dans la maison de vacances. Et comme un moyen, en fait, je sais pas, que ma mère a trouvé de me dire « Ouais, là, t'es sur le bon chemin. Ce que dit Didier, c'est pas trop des bêtises parce que regarde, je suis en train de te montrer que oui, je suis passée de l'autre côté et que ça continue. » Et ça se manifestait comment ? Par la lumière, notamment. Il m'avait expliqué qu'il pouvait se manifester par la lumière. Et donc, dans cette maison de vacances, bizarrement, on avait beau éteindre les interrupteurs, à plusieurs moments, la lumière continuait à s'allumer. Elle s'allumait toute seule. Je sais pas comment expliquer, on éteignait, ça s'allumait, on éteignait, ça s'allumait. J'ai entendu un jour des pas. J'étais toute seule dans le jardin, j'ai entendu des pas, j'ai ressenti sa présence. Et puis, moi, ça me suffisait. Enfin, à ce moment-là, j'en parlais à personne, je prenais ça comme un cadeau.
Et puis enfin, en fait, c'est un peu comme avoir la foi, quoi. C'est de se dire, oui, là, ça a ouvert un truc. Je sais pas comment vous dire. C'était comme si avant, quand on me disait il y avait rien après la mort, là, j'étais dérangée. Et le jour où on me parle d'une vie après la vie, là, il y a comme un truc qui s'est remis en place à l'intérieur de moi. Et puis j'ai pu revu mon cousin enfin, je le revoyais occasionnellement. Parce que lui, il était surtout en rapport avec mon père. Enfin, voilà. Il restait un adulte pour moi. Donc, il savait pas. D'ailleurs, il a mis longtemps à savoir qu'en fait, j'ai continué sur ce chemin. Après, j'ai lu des livres. Mais bizarrement, parce qu'en plus, à 15-14 ans, on peut pas parler de la mort. Ni avec des gens de son âge, encore moins avec des gens de son âge, mais on parle pas avec des adultes. De toute façon, dès que je disais que ma mère était morte, je sentais qu'il y avait une crispation chez l'autre, une gêne. Et assez vite l'envie de changer de sujet. Donc en fait, je grandis, voilà, pour essayer de vous la faire courte, je grandis en ne parlant plus de ma mère. Quasiment jamais. À la maison, on n'en parle pas. Ou quand on en parle, on parle pas d'elle finalement, on parle de la maladie. J'avais beaucoup de gens dans mon entourage familial qui retraçaient un peu le parcours médical de ma mère, qui rappelaient tous les traumatismes qu'on avait vécus. Et en fait, on parlait pas d'elle, on parlait de sa maladie. Mais j'ai mis longtemps ça aussi à m'apercevoir de ça. Mais on n'en parlait pas, on faisait comme si il s'était quasiment rien passé. Voilà, on a fait le lycée. Après le lycée, j'ai eu une grosse crise d'adolescence qui est venue sur le tard, hein, à 18 ans. La première, parce que du coup, j'ai pas pu vivre la vraie adolescence, quoi. La fameuse. Je voulais pas déranger en plus, en fait, quoi. Non, c'est vraiment perturbant. On n'est pas allé voir de psy. Notre père, lui, il a fait ce qu'il a pu, mais il s'est aussi réfugié dans des petits week-ends. Il partait beaucoup, en fait. Il n'était pas souvent à la maison. Donc on était souvent toute seule avec ma sœur à se débrouiller, enfin tout faire, tous les trucs du quotidien. Voilà, on était un peu, voilà. Mais c'était comme ça. Enfin, on peut pas refaire le truc, quoi. Et puis, voilà, je fais cette espèce de crise d'adolescence où, pareil, je me dis, mince. À 18 ans, là, faut trouver un truc après le bac à faire. Mais moi, j'avais pas d'envie, j'avais rien, quoi. Et ça me perturbait, en fait. À ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je veux pas faire n'importe quoi de ma vie. Et puis voilà, après cette crise, finalement, voilà, j'ai fait mes études. Et puis après mes études, je suis tombée amoureuse. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert à nouveau, en fait. Au tout début, quand je rencontre mon amoureux, j'ai peur de m'attacher à lui. Je lui dis même à l'époque, je veux que tu m'offres rien, je veux rien de toi, parce que quand on va se séparer, pour moi c'est sûr on va se séparer, quand on va se séparer, je serai obligée de... Genre je veux rien garder de toi, je veux rien, je pars du principe, le premier jour où je le rencontre, je me dis pas que, puisque donc, sans vous spoiler, 17 ans après, il est toujours là et je suis toujours amoureuse de lui. Mais voilà, moi j'ai 21 ans au moment où je le rencontre, donc je peux pas savoir que ça va être lui l'homme de ma vie. Mais du coup, il arrive à m'apprivoiser. Et du coup, il y a une porte qui s'ouvre. Cette porte dont je vous parlais tout à l'heure, de cette pièce secrète où j'avais emmagasiné toutes ces émotions, elle s'ouvre et pendant une nuit entière, je lui raconte mon histoire une première fois. Et je crois qu'après, je lui raconte une deuxième fois et cette fois-là, la porte s'ouvre et pendant une nuit entière, je pleure en hurlant. Des pleurs que j'avais emmagasinés, en fait. Et ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que c'est vraiment presque des cris, en fait. Ça dure des heures et des heures. Un truc de fou, quoi. Tout, de l'âge de 4 ans à l'âge de 21 ans, tout ce que j'avais gardé. Et après, par contre, j'ai plus trop réussi à remettre des choses dans cette pièce secrète. Du coup, maintenant, je suis quelqu'un qui est considéré comme... j'ai l'alarme facile, c'est-à-dire que je peux plus garder parce que je crois que j'ai compris que ça faisait trop mal quand on garde et que d'un coup, on ouvre et qu'on laisse sortir, ça fait super mal. Donc, dans le doute, j'ai plus envie d'emmagasiner. Mais en tout cas, voilà, 21 ans, je m'épanouis dans ma nouvelle relation amoureuse. Mais en même temps, ça me fragilise... quand je dis fragiliser, c'est-à-dire qu'en fait, avant de le rencontrer, lui, j'avais peur de rien. Même pas de mourir. J'étais comme cassée, en fait. Je crois que j'étais cassée. Du coup, j'y vais un peu... comme ça, quoi. Sans conséquence. Je sais pas, j'avais pas peur, j'étais pas quelqu'un d'angoissé. Le fait de le rencontrer, c'était à nouveau prendre le risque de perdre quelqu'un. Et ça fout la trouille. Et depuis, d'ailleurs, ça fait 17 ans que je suis angoissée. Et je suis toujours pas guérie de ce truc-là. Je suis toujours pas guérie, encore plus maintenant parce que j'ai une petite fille de 5 ans.
Et pareil, je suis quelqu'un d'anxieux, quoi. Je suis anxieux. J'ai peur de la maladie, j'ai peur de revivre ces chocs-là à nouveau. Le fait, pourtant j'ai eu d'autres gens qui sont morts depuis, et à chaque fois j'ai réussi à gérer ce choc-là. Mais quand même, dans mon quotidien avec les gens vivants, là, j'ai toujours ces appréhensions-là qui m'empêchent de vivre sereinement. Et est-ce que c'est toute cette histoire qui t'a poussé, consciemment ou pas d'ailleurs, à commencer le podcast ? Eh ben ouais, quelque part, oui. Parce qu'en fait, là, je me retrouve dans une période de ma vie depuis 2 ans à vivre comment... Bon, en fait, il y a 2 ans. Non, on commence. Allez, on y va. On dit tout, Emeline, on dit tout. On y va. Il y a 2 ans. Non, en fait, on va commencer plutôt par... Il y a quelques années, je fais une dépression qui dure 3 ans. Voilà. Et c'est pas rien parce que cette dépression, déjà, elle m'a permis d'expérimenter plein de choses. Elle m'a permis de trouver ou de retrouver ma voie, de me recadrer. Mais elle arrive, cette dépression, du jour au lendemain. C'est-à-dire que donc j'ai mon amoureux, on est dans un appartement, on a notre chat, j'ai un métier que j'aime. Enfin voilà, il y a rien de... quand je dis j'ai un métier que j'aime, ça veut dire qu'au travail quand même, il y a des gens pas sympas qui commencent à arriver, ça commence à me miner le moral, mais sans plus quoi. Et puis un jour, on est devant la télé et j'ai l'impression que je vais mourir. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que j'arrive plus à respirer. Je n'arrive plus à respirer et j'avais déjà vécu des petits moments d'angoisse comme ça, mais pas au point d'appeler un médecin. Donc c'est la première fois où je dis là, faut appeler quelqu'un. Je veux pas déranger les pompiers parce que je veux jamais les déranger, les pauvres. Mais je me dis on appelle un médecin quoi. Alors les médecins de SOS Médecins, je sais pas comment sont les vôtres chez vous, mais nous en région parisienne, ils ont toujours à peu près le même profil. Là, ils arrivent les cheveux en l'air, ils sentent le tabac. Et ils sont tout essoufflés, ils enlèvent pas leurs vêtements, ils me regardent et ils me disent ah ben là c'est une crise d'angoisse que vous faites. Donc il me donne un petit Lexomil, ça m'avait manqué, c'est la 2e fois de ma vie que j'en prends et il me dit c'est une dépression, voilà, il me fait une ordonnance remplie de trucs d'antidépresseurs, de machin et tout et il s'en va. Alors moi je prends pas son ordonnance, il m'inspire pas confiance. Et surtout le lendemain je me réveille, effectivement ça va mieux, je vis ma journée de façon totalement normale. Mais 2-3 jours après, ça recommence. À nouveau, je suis foudroyée. J'ai l'impression que je ne peux plus respirer, que je vais mourir. Donc, je suis totalement paniquée. Je retourne chez un autre médecin et qui me confirme ce diagnostic. Calmement, elle me dit « Ah oui, il semble que vous fassiez une dépression. » Mais pour moi, la dépression, c'était le fait d'être triste toute la journée. J'avais une image, mais je ne sais pas si vous avez la même que moi. Mais moi, c'était ça, quelqu'un qui est triste. Voilà, qui fait pas grand chose pour s'en sortir. Ça paraît dur, hein, mais il a fallu que je la vive, la dépression, pour ne plus en parler comme ça, justement. Donc maintenant, je sais bien que c'est pas ça. Mais en tout cas, elle me déconseille. On a tous nos fausses croyances sur le sujet. Ah ouais, franchement, ça donne... Je t'aurais pas expliqué précisément d'où ça vient, mais on a tous cette image voilà, du dépressif qui traîne tranquillement. Ouais, en pyjama, tu vois, un peu... Ouais, enfin voilà, on a tous nos fausses croyances sur le sujet et ça aide pas. Fausse croyance, donc du coup, moi, ça m'a fait perdre un temps fou parce que, alors, elle me dit de pas prendre l'ordonnance là qu'il m'avait donnée parce que c'était n'importe quoi, il avait surchargé la dose. On me fait faire une prise de sang quand même dans le doute pour voir si j'ai rien de physique. J'ai rien du tout. Un check-up de fou, quoi. J'ai rien. Mais elle continue à me dire ça. Je revois d'autres médecins qui me disent la même chose. Et moi, en fait, ayant cette fausse croyance de dépression, je mets un temps fou à comprendre que je fais une dépression. En fait, ce qui se passe, c'est que je me mets à faire 20 à 30 crises d'angoisse par jour. Une crise d'angoisse, alors ça se traduit de façon totalement différente selon les individus, évidemment. Moi, à chaque fois, la même chose. Je me sens d'un coup fatiguée, j'ai la gorge qui se serre et j'ai du mal à respirer. J'allais dire je crois que j'ai du mal à respirer. En fait non, j'ai du mal à respirer parce qu'en fait quand on parle de somatisation, les gens me disent c'est dans ta tête. En fait oui, ça vient, il y a un côté psychologique, mais physiquement on a vraiment du mal à respirer parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de notre corps qui fait qu'à la fin l'angoisse est tellement forte que oui, on a du mal à respirer, donc ça fait peur quoi. Et donc plusieurs fois par jour j'ai ça, donc ça commence à devenir vraiment handicapant. Je continue à travailler, mais il y a des matins, j'arrive pas à m'habiller toute seule. Donc mon amoureux, il rentre du travail, il m'aide à m'habiller. Ouais, c'est des moments de vie. Et puis on la vit un peu tous les deux, cette dépression, avec certains collègues qui sont mes complices. C'est-à-dire que quand j'arrive pas à faire mon boulot,
Je m'allonge par terre sur la moquette et eux, ils le font à ma place. On la vit un peu comme ça. Voilà, ma famille, je leur dis pas tout de suite. J'arrive un peu à cacher et surtout, je me dis toujours pas que je fais une dépression. Je sais pas combien de temps ça dure, mais je mets un temps fou à accepter ce truc-là. Et le jour où je suis à 2 doigts de me foutre en l'air, c'est le jour où je vais accepter que je fais une dépression. Parce que là, ce jour-là, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. J'ai jamais eu envie de mourir. Pour autant, un jour, je quitte le travail. Et le fait de plus pouvoir vivre normalement, d'avoir ces crises d'angoisse en continu, d'avoir l'impression qu'il n'y a personne qui va pouvoir m'aider. Il n'y a personne, il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas... c'est un truc de fou. Je veux juste que ce que je vis s'arrête. Je veux pas que ma vie s'arrête, je veux que ce truc hyper désagréable et angoissant s'arrête. Et donc je pense à me jeter sous une voiture. Et heureusement, j'avais un ami, qui est toujours mon ami à l'époque, on avait déjà parlé du suicide, et il m'avait dit ce qui compte, c'est la minute d'après. Si tu arrives à passer la minute d'après, généralement, tu peux t'en sortir. Et donc, je me mets à compter dans ma tête jusqu'à 60. Et je l'ai passé cette minute. Et j'ai compris suite à ça. Et puis, en plus, je me disais, la personne qui me renverserait, ça serait horrible pour elle. J'avais quand même cette empathie. Mais j'ai compris ce jour-là qu'il y a vraiment quelque chose qui allait pas. Et j'ai commencé à accepter que oui, j'étais en train de faire une dépression. Et l'acceptation, c'est la clé pour commencer à, comme dans n'importe quelle situation, à s'en sortir. Donc j'ai perdu un temps fou. J'ai essayé à ce moment-là, du coup, d'accepter de prendre les antidépresseurs. Ça l'a pas fait chez moi. Mon corps réagissait pas bien. Donc je me suis tournée vers plein de trucs. J'ai pris un coach. Ça, c'était génial. Parce que j'ai vu un psy d'abord qui m'a pas convenu du tout parce que j'allais le voir mais il faisait rien pour moi. Moi j'avais besoin de quelqu'un qui allait avoir de l'empathie pour ce que je vivais et qui allait me donner des outils concrets pour arrêter ces crises d'angoisse. Ce que je voulais, c'était que ça s'arrête, moi, ce truc-là. Ça a mis beaucoup de temps. Donc avec mon coach, on a reformulé la crise d'angoisse en coup de fatigue. Parce qu'il me dit rien que le mot crise d'angoisse, il est angoissant. Donc il m'a demandé comment je voulais. Donc voilà. Après, j'avais plus de crise d'angoisse, j'avais des coups de fatigue. Et donc c'est un peu plus gentil, le coup de fatigue. On se dit juste, je vais me reposer. On a fait un peu d'hypnose ensemble. Et puis un jour, complètement par hasard, dans une conversation, il me dit, ma femme fait du yoga. Et là, pareil, il y a une lumière qui s'allume. Et je me dis, du yoga, tiens, peut-être que je vais essayer ça. Et j'ai essayé le yoga, alors que pareil, le yoga, pour moi, on était juste assis sur un tapis et on faisait rien. Fausse croyance encore. Mais j'y suis allée, je fais mon cours d'essai. Et en fait, je sors en me disant, mais c'est génial ce truc-là. Je me sens vivante. On a fait de la relaxation à la fin du cours. J'ai presque réussi à m'endormir. Et puis, je continue le yoga, plusieurs cours, et on me propose un atelier méditation. Pareil, de toute façon, quand on fait une dépression, en gros, je me disais toujours, je suis plus à ça près. Je suis prête à tester plein de trucs, quoi. C'est-à-dire qu'on veut tellement s'en sortir, quand on choisit de s'en sortir, qu'en fait, on va tester plein de choses. Donc, on me dit ça, je dis, allez hop, j'y vais. Je me pose même pas trop de questions, mais pour moi, la méditation, on est assis sur un coussin et c'est tout. Je savais pas ce que c'était méditer. Et je découvre ce que c'est que méditer, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Oui, on est assis par terre sur un coussin, mais je comprends qu'en fait, je n'arrive pas à rester assise 30 minutes calmement en fait. Je comprends que mon mental, mon cerveau est toujours... il va très très vite, ça va d'une pensée à l'autre, machin et tout. Donc, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec la méditation. Il y a toute une philosophie aussi. Ça nous ramène à réussir à vivre l'instant présent. Parce que les angoisses, c'est quoi ? Les angoisses, c'est soit des projections, c'est-à-dire se dire et imaginer, comme se fabriquer un film sur quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais plus tard. Ça, c'est angoissant, on se fabrique ça. Ou alors, les angoisses, c'est lié à des choses qu'on a vécues dans le passé mais qui n'existent plus. Donc, le fait de réussir à juste vivre l'instant présent, ça a commencé à m'apaiser. J'y arrive pas tout le temps, bien sûr, mais j'ai commencé à avoir le sentiment que je reprenais un peu le contrôle de ma vie. À ce moment-là, la méditation, j'en ai fait longtemps. Et j'ai eu l'impression que ça a été ce truc-là qui m'a aidé le plus à me recentrer, à m'apaiser. Et puis, d'ailleurs, tout s'est bien passé puisque derrière, je suis tombée enceinte. Et là, à nouveau, ma vie a pris une autre direction. Et au moment de ma grossesse, j'ai fait le choix d'être suivie par une sophrologue parce que je me suis dit, ok, je suis enceinte, c'est super. C'était voulu, évidemment. Mais ça va remuer beaucoup de choses. Option A, j'ai un garçon. Et donc là, la vie me met sur une piste qui sera tout autre. Option B, j'ai une fille.
Et là, vis-à-vis de ma mère, ça va beaucoup secouer. Et j'ai donc une fille aujourd'hui. Et comme prévu pendant ma grossesse, il y a eu pas mal de turbulences émotionnelles que j'ai choisi de faire accompagner par une sophrologue spécialisée là-dedans. Toujours pareil, dans ce besoin de stabiliser un peu les choses, parce que j'ai toujours peur, depuis cette dépression, d'en refaire une. Et je me suis dit, s'il y a bien un moment où je ne vais pas refaire une dépression, c'est quand je suis enceinte. Donc on a travaillé et on est allé très loin parce qu'on a fait aussi de l'hypnose ensemble. Et on a guéri beaucoup de choses pendant cette grossesse. Je parlais énormément à mon bébé, je parlais énormément à ma fille, je lui parlais beaucoup de mon histoire. Et puis le fait d'aller chez cette sage-femme pendant plusieurs mois, je dirais que c'est un travail que j'ai fait avec ma fille. Et pour elle aussi. Et pour nous plus tard. Et donc on a, avec cette sophrologue, on a même réussi à faire un truc qui est génial en hypnose. C'est revenir sur le moment où je suis allée dire au revoir à ma mère à l'hôpital. Et j'ai pu le refaire totalement différemment. Évidemment, c'est que ça reste virtuel, mais c'est comme si mon cerveau, depuis... il y a un truc qui est apaisé. C'est l'hypnose. En tout cas, chez moi, ça a fonctionné comme ça. C'est vraiment, je suis sortie de cette séance et il y avait quelque chose qui était un peu mieux cicatrisé parce que pendant cette séance-là, ces adultes qui étaient là dans la chambre d'hôpital de ma mère au moment où je suis allée lui dire au revoir, j'ai réussi à mettre un rideau autour de ma mère et moi, de façon à ce que je les vois plus. C'était mentalement, hein, j'ai réussi à dire plein d'autres choses à ma mère, des choses que j'avais pas pu lui dire à l'époque. Et je sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, chez moi, ça a marché. J'étais beaucoup plus apaisée. Alors, petit aparté, justement, il n'y a pas que chez toi que ça fonctionne comme ça. Le principe de l'hypnose, c'est de te mettre dans cet état modifié de conscience, donc entre veille et sommeil quelque part, et dans cet état de calme absolu qui va permettre justement aux praticiens de parler directement à ton inconscient et de modifier la perception que tu peux avoir d'un souvenir, en fait. D'accord. Donc voilà, donc je m'excuse par avance déjà pour tous les hypnothérapeutes qui nous écoutent. C'est pas mon métier, mais de ce que j'en sais, effectivement, certaines séances sont conçues pour t'amener à un moment de ta vie que tu as vécu qui est traumatique. Ouais, c'est ça. Où tu gardes un souvenir émotionnel douloureux. Et l'idée n'est pas de changer le vécu, parce que ça, c'est impossible, mais de changer en fait ta perception de ce souvenir. En fait. Les émotions que tu associes à cet événement, de les modifier pour que quand tu reviens progressivement à cet état de conscience, ton inconscient n'a plus de cette trace et cette charge émotionnelle traumatique qui accompagnait ce souvenir douloureux. Il est apaisé, quoi. Voilà, c'est ça. Merci, Jamie. De rien. Voilà, parenthèse refermée. Et voilà, donc du coup, ma fille naît, et puis pendant plusieurs années, j'ai pas trop le temps de réfléchir parce que elle dort pas trop bien, donc nous non plus, et puis on est dans le tumulte de la naissance d'un enfant, et voilà, pendant 3 ans, je vois pas le temps passer, et puis elle rentre à l'école, et là, à nouveau, zone de turbulence énorme. Puisque j'aurais aimé qu'elle puisse aller dans une école un peu à part, qui existe en France, une école où il n'y a pas de notes qui existe, un système, c'est une école publique, gratuite, il n'y en a qu'une qui existe, et en plus elle est pas loin de chez moi, donc je me dis quand même, ils sont plutôt normalement dans la bienveillance et tout. Et j'ai peur pour ma fille quand elle va rentrer à l'école maternelle, une peur inexplicable. On part en vacances pendant l'été, et à nouveau, je me mets à faire des crises d'angoisse. Le truc qui m'était pas arrivé depuis longtemps, donc c'est inquiétant. Et finalement, elle n'est pas prise dans cette école. Donc elle va devoir aller dans l'école municipale à côté de chez nous, qui est une école en plus bien vétuste, un peu usine, enfin un truc délirant. Je suis pas prête du tout à vivre ça, et je le vis tellement mal que je sens qu'il y a un truc qui va pas chez moi. Et comme toujours depuis la dépression, je me dis là, va falloir que je me fasse accompagner parce que ça va tanguer, ça va pas être bon. Et à ce moment-là, j'ai un couple de copines que je viens de rencontrer qui me conseillent, qui me disent on a un super ostéo. Alors, c'est pas un ostéo ordinaire, il est un peu magicien, un peu sorcier, on sait pas trop ce qu'il fait pendant les séances, des fois il pousse des petits cris. Oula, mais pareil, je me dis, c'est génial, c'est lui, la vie m'envoie chez lui, et lui, il va m'enlever tout le mal que j'ai, toutes les angoisses, toutes les peurs, comme un magicien, quoi. Et j'y vais vraiment comme ça. Donc je débarque chez ce monsieur,
donc dans un cabinet normal d'ostéopathie. Et là, je sais pas ce qui se passe. À peine je le vois, je m'effondre en larmes. Un truc pareil, ça me... et j'arrête pas de pleurer, et j'essaye de lui raconter donc, que ma fille n'a pas été prise dans cette école, que je l'ai ressenti comme un abandon de la vie. Au moment où ma fille n'est pas prise dans cette école, vraiment, je leur parle, parce que je parle souvent, non seulement à ma mère dans ma tête, mais à tous les gens que j'ai connus qui étaient morts, et parfois je leur demande même de l'aide. Mais parfois, et là sur ce coup-là, je leur ai demandé de l'aide, j'ai dit s'il vous plaît, il faut qu'elle aille dans cette école, machin. Et le fait qu'elle soit pas prise, en fait, c'est beaucoup plus profond que juste elle va pas aller dans cette école. Je me dis, ah mais en fait, de l'autre côté, là, ils veillent pas du tout sur nous, quoi. Donc, vous veillez pas sur nous, moi je crois plus en vous, j'arrête tout ça. J'étais mais vraiment une colère, machin et tout. Donc je vais le voir plusieurs fois. Il fait un super travail déjà au niveau de mon corps, il réajuste plein de choses. Et puis quand même, au bout d'un moment de plusieurs séances, il finit par me dire, écoutez, en fait, on va pas pouvoir continuer ensemble parce qu'en fait, il y a une digue qui a rompu, vraiment un truc qui vous submerge. Et moi, ça va au-delà de mon domaine de compétences, donc ça serait pas mal que vous alliez voir une psy, ou un psy. Et là, mais je suis furieuse. Je me dis, donc après tout le travail que j'ai fait sur moi, retour à la case départ, quoi. C'est-à-dire que le gars ne veut même pas m'aider. Et là, il me sort une carte de visite quand même, et il me dit, je connais quelqu'un de très bien, qui fait des thérapies courtes. Vraiment, vous pouvez y aller de ma part, et je pense que ça peut vraiment vous faire du bien. Et de toute façon, à ce moment-là, à part cette petite carte de visite, j'ai rien d'autre. Donc j'y vais, je l'appelle. Et en fait, ça le fait avec cette psy. C'est non seulement ça le fait, mais il y a un truc qui devait se faire avec elle, puisque donc on se rencontre. Elle fait sa première séance, et ça c'est intéressant. Il y a des psys qui font ça, et je le savais pas, donc je vous le dis. Séance gratuite. Première séance gratuite pour voir si elle a envie de travailler avec nous et si nous on a envie de faire. Du coup, on y va, on n'a rien à perdre, quoi. On n'a rien à perdre. Et ça le fait tout de suite. En fait, j'arrive, en plus, je lui dis, écoutez, je vais essayer de vous la faire courte. Je lui raconte l'histoire de ma mère, mais en accéléré, je dis. Voilà, donc tout ça, je le sais, j'ai bossé là-dessus, mais malgré tout ça, j'avance pas. Donc il y a sûrement autre chose, parce que moi, j'avais pas du tout envie de remettre les mains dans le cambouis, de revenir sur toute mon histoire, de revivre la mort de ma mère. J'avais déjà fait tout ça, donc je me dis, là, j'en ai ras-le-bol. Je vais pas repayer quelqu'un pour refaire le même truc. Et en fait, pas du tout. Elle va un peu comme si elle se rendait compte que j'avais pas les bonnes lunettes et que je voyais pas les choses de la bonne manière. Et en fait, on va revoir, oui, toute mon histoire, mais totalement différemment. Et elle va surtout révéler un truc. D'abord, elle va m'apprendre une bonne nouvelle. Elle m'a dit, en fait, l'école que vous aviez choisie pour votre fille, sachez qu'en fait, je récupère plein d'adultes qui sont passés par cette école et qui sont pas en pleine forme aujourd'hui. Donc peut-être que la vie, au contraire, a permis de protéger votre fille. Donc ça m'apaise à ce niveau-là. Et c'est surtout que je sais pas comment elle fonctionne, mais elle parle pendant les séances, elle m'explique un peu le fonctionnement de l'être humain, elle m'explique les émotions, elle les nomme. Dans les émotions, par exemple, je ne savais pas qu'il y en avait une qui s'appelait le dégoût. En fait, le dégoût, c'est une émotion. Et elle n'est pas acceptée encore aujourd'hui. On n'a pas le droit d'être dégoûté, mais en fait, elle fait partie de nous. Elle m'apprend des choses sur la vie comme ça me parle. Et puis, au bout d'un moment, en fait, elle me dit... elle essaye de me dire, parce que je l'entends pas tout de suite, et elle me dit, mais en fait, de toute façon, vous êtes hypersensible. Et là, vraiment, je la quitte, et je suis en colère. Je me dis, donc là, je viens de payer tout ce temps-là, mais hypersensible. Je sais que je suis hypersensible, puisque j'arrête pas de tout faire pour arrêter d'être sensible. Donc, pour m'endurcir, je croyais que l'objectif de toute ma vie, vraiment, c'était de réussir à m'endurcir. Arrêter de pleurer facilement, arrêter d'être toujours dans l'émotionnel. Donc je croyais que le but de tout le travail que j'avais entrepris sur moi, c'était de réussir à m'endurcir. Parce que je voyais bien que les gens dans mon entourage, quand on était en soirée et que j'avais bu quelques verres, et que je me mettais à parler de ma mère, ils en avaient ras-le-bol en fait. Ils comprenaient pas quand on est adulte, là j'ai 38 ans aujourd'hui, que je continue à être effondrée comme une petite fille en parlant de la mort de ma mère. Ils en avaient ras-le-bol en fait. Donc je me disais, c'est eux qui ont raison en fait. Je suis pas, faut que je m'endurcisse, faut que je devienne normale. Vraiment. Que j'arrive moi aussi à vivre des journées sans avoir l'impression d'être remuée en permanence, parce que moi je vis jamais des journées où tout va bien. Chez moi pour l'instant ça n'existe pas. Il y a des journées où globalement ça a été, mais j'ai toujours des petits moments quand même d'angoisse, d'inquiétude et tout. Et elle me parle d'hypersensibilité, donc quand je retourne la voir, je lui explique, je lui dis bon super,
comment je fais maintenant pour m'endurcir. Et elle me dit, non, je crois que vous n'avez pas compris en fait. On peut parler d'hypersensibilité, on peut aussi parler de haut potentiel émotionnel ou de surdoué. Elle fait exprès d'employer ces mots qui sont dérangeants aujourd'hui, hein, parce que quand on les utilise, c'est comme si la personne se la racontait un peu en disant ah voilà. Et en fait, elle se met à faire une sorte de portrait robot. Et là où elle me plaît, c'est qu'elle retrace un petit peu le travail qu'elle a fait autour de moi sans que je le sache, sur des tests en fait qu'elle a fait, même parfois en m'envoyant des messages formulés d'une certaine manière. Enfin, je sais pas, elle a fait des trucs pour en arriver à ce truc-là de oui, vous êtes vraiment hypersensible. Elle dit malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas un test qui existe. Il y a des tests de QI là qui existent pour tester les gens à haut potentiel intellectuel. Mais elle dit si je vous envoie en faire un, c'est pas dit que vous rentriez dans ce truc-là parce que vous, votre domaine de compétence, c'est vraiment l'émotionnel en fait. Et c'est ce truc-là qu'il va falloir non seulement travailler, mais essayer de sublimer au contraire. Et donc il a fallu accepter ça. Moi, toute ma vie, j'ai l'impression d'être bête à côté de la plaque. J'ai souvent remarqué que quand je parle, il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel, qui comprennent pas trop où je veux en venir. Je me tracasse pas pour un rien, mais quelqu'un, je sais pas, qui va pas bien, moi je vais rester bloquée sur son problème plus que lui-même pendant des jours. Et lui, il sera passé à autre chose après. Mais moi, non, je vais continuer je vais mettre énormément de cœur dans les histoires des autres, quitte à m'oublier aussi par moments. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Bref, elle a mis le doigt sur... Et je me suis dit, tiens, nouveauté. Je suis plus juste la petite fille qui a perdu sa mère. Non, je suis aussi quelqu'un de base, en fait, avec ce truc-là d'hypersensibilité. Donc, hypersensibilité avec tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, ça pouvait être que... j'ai pris, les choses aussi... ça m'a amené à vivre des choses particulières. J'ai mis ça en plus de côté, parce que j'ai 36 ans au moment où je découvre ça. Et du coup, il a fallu faire le travail d'accepter cette hypersensibilité et de plus en avoir peur. Et bizarrement, au moment où je commence ce travail-là, il y a une deuxième porte qui s'ouvre. Et en séance, on a beaucoup parlé... elle parlait beaucoup à mon inconscient, justement. J'avais cette impression-là, en fait. Et pendant les séances, moi, je lui faisais vraiment presque totalement confiance, parce qu'il y a toujours une part, il faut se méfier aussi. Et c'est ce qu'elle me disait elle-même, la psy. Elle me dit, moi, il y a des choses que je vais vous dire, n'hésitez pas à me dire. C'est n'importe quoi, vous prenez ce qui vous semble bien. Et donc, moi, pensant que ça faisait partie du travail qu'on faisait en séance, j'ai commencé à avoir des images qui s'imprimaient dans mon cerveau. Voilà. Dans la journée, même pendant les séances, elle me disait des choses et hop, j'avais des trucs qui apparaissaient. Mais je pensais que ça faisait partie du travail qu'on faisait ensemble par rapport à, à la sensibilité et tout. Et n'empêche qu'en fait, un jour, on est en séance et je me mets à penser à son papa, à elle. Et je sais pas comment ça arrive comme ça. En tout cas, je me pensais à son père. Et je lui dis pas, parce que je me dis là, mais n'importe quoi, son père donc mort. Et je me mets à penser à un canard. Mais qui n'était pas un canard ordinaire, il avait une drôle de tête. Voilà. Donc là, je me dis, ma vieille, t'es foutue, t'es chez une psy. Si tu lui dis ça, c'est fini, tu vas en hôpital psychiatrique derrière. Je suis totalement paniquée, donc je continue la séance l'air de rien, et puis ça s'arrête pas, quoi. Et 15 jours après, pendant 15 jours, régulièrement, j'ai ces trucs-là qui reviennent. Et je suis paniquée parce que c'est pas des pensées ordinaires, c'est vraiment quelque chose de nouveau chez moi. Et du coup, un jour, je sais plus, la séance d'après, je sais plus comment ça se passe, mais je saisis une perche qu'elle me tend. Je sais plus de quoi elle me parle. Et je lui dis, excusez-moi, me prenez pas pour une folle, mais il faut que je vous dise quelque chose. Excusez-moi de vous déranger en plus. Elle me dit, non, vous me dérangez pas, allez-y. Et je me dis, mais là, tu sais pas ce que je vais t'annoncer quand même. Et je lui dis. Et en fait, c'était son père. Elle me confirme que oui, c'est son père, puisque cette histoire de canard, et ça, je ne pouvais pas le savoir, en fait, c'était un homme qui ne pouvait pas, sa femme ne voulait pas qu'il ait de canard, donc il s'était acheté des faux canards. Depuis, j'ai appris que ça s'appelait des appos. Il fallait vraiment s'en approcher et voir de près la tête pour se rendre compte que c'était des faux canards. Et il avait choisi ce moyen de lui envoyer ce truc-là pour qu'elle l'identifie, quoi. Et heureusement que ça s'est passé chez elle, chez une psy, parce que, du coup,
que c'est son père qui s'est manifesté auprès d'elle, parce qu'au moins comme ça, elle a pu se rendre compte que j'étais pas folle, parce que moi à ce moment-là, je suis quand même paniquée. Je sais pas ce qui m'arrive. Certes, j'ai ces croyances de vie après la vie, j'ai eu des petits coucous de ma mère. Un peu plus jeune, j'ai fait certains rêves aussi, mais c'était des choses anecdotiques. Et j'ai vraiment eu le sentiment que le fait de découvrir cette hypersensibilité avec tout ce que ça voulait dire derrière, c'était comme si je me donnais l'autorisation d'être vraiment qui j'étais. Et donc derrière, et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans mon podcast aujourd'hui, enfin, je sais pas, cette porte s'est ouverte, elle se referme pas vraiment. Et derrière, après ce truc-là, j'ai eu d'autres gens qui se sont manifestés, des gens morts. En plus, c'est particulier parce que je ne les vois pas. Je les vois pas comme on voit. C'est vraiment comme une sorte de pensée qui s'imprime dans ma tête, dans mon cerveau en haut à droite. C'est un ressenti. Je sens la présence et ils m'envoient des espèces d'images qui leur permettent de s'identifier pour que la personne vivante sache. Même là, je viens de prendre 2 secondes un recul et je me dis mais mon Dieu, vous allez m'écouter et vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça partait bien au début, mais là, ça part. Je suis désolée, mais parce que vraiment, voilà, il y a le père de ma psy, puis après, un matin, je me réveille, et cette fois, c'est la grand-mère d'une collègue à qui j'ai quasiment jamais parlé. Et puis derrière, ça s'enchaîne, en fait. Et bizarrement, moi, à chaque fois, dans le doute, je transmets le message et je vais voir la personne vivante et je lui dis « Excuse-moi de te déranger, me prends pas pour une folle, mais je sais pas pourquoi, depuis ce matin, j'arrête pas de penser à ton grand-père et il avait une casquette, non, tout le temps sur la tête. » Alors la personne dit « Oui, il pêchait, oui, mais il a gagné des concours de pêche. » Ah bah oui, alors là, franchement, lui, il faisait que ça, machin. Et une fois que la personne est identifiée, eh bien, parfois, de l'autre côté, parfois le message qu'ils veulent transmettre, c'est juste « On est bien passé de l'autre côté » et parfois... Et du coup, ça leur permet de transmettre d'autres messages. Et c'est toujours des trucs gentils, c'est pas des trucs qui font peur. J'ai jamais eu des gens. Je vous parlais de la Dame Blanche tout à l'heure. Enfin, j'ai pas eu des trucs comme ça. Mais c'est vrai que tant que je ne transmets pas le message, je suis tracassée et j'ai l'impression de garder quelque chose qui m'appartient pas. Donc oui, ça a pris. C'est-à-dire qu'au moment où ma mère meurt, je suis loin de me douter que plus de 20 ans après, je vais en arriver là. Et je vais avoir un jour ces ressentis que j'ai du mal encore aujourd'hui à apprivoiser. Parce que, c'est perturbant. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie... j'ai peur des fois d'inventer. Parfois j'ai peur d'inventer. Parce que parfois j'ai des gens aussi que je vais voir et qui me disent « Non, je vois pas du tout de qui tu me parles. » Et là, je me dis « Ouais, ça se trouve, en fait, je me fais un film. » Parce que moi aussi, comme tout le monde, il va falloir attendre que je meure pour véritablement être sûre à 100% que c'était vrai. C'est ce qui est magique quand même aussi, c'est de se dire que je ne peux pas tricher aujourd'hui. Mais voilà, j'étais loin de me douter que toute cette histoire avec ma mère allait m'emmener là aujourd'hui. Et donc un jour, vu que je suis en train de vivre tout ça et que j'aime bien écouter des podcasts... J'aime beaucoup parce que des fois j'ai des insomnies et les insomnies font aussi partie de mon histoire puisque depuis longtemps j'ai des problèmes de sommeil et du coup j'écoute les gens, que ce soit à la radio ou sur les podcasts maintenant, non pas pour me rendormir parce que la plupart du temps c'est tellement bien qu'on se rendort pas, mais pour avoir une présence rassurante, pour me dire qu'il y a de la vie encore. Et j'avais envie de faire des podcasts, mais le problème c'est que j'avais pas d'idée. Et du coup j'étais un peu tétanisée parce que je me dis mais tous les trucs en ce moment il y a beaucoup de podcasts de témoignages, beaucoup de podcasts et qui sont super et tout, donc je dis je vois pas ce que je vais apporter de plus à tout ça, et du coup plus je me prenais la tête, moins je faisais. Et un jour, le jour de l'anniversaire de la mort de ma mère, mais ouais c'est ça, je me dis en fait tu vas juste prendre ton enregistreur, ça faisait déjà 6 mois que je l'avais et que j'en avais rien fait, et tu vas appuyer sur Rec et puis tu vas le faire et tu verras bien ce qui sort, tu verras bien mais tu vas le faire. C'est fini maintenant, tu repousses plus. Et c'est comme ça que commence le premier épisode de La Voix, où je suis dans la rue avec ma fille et je sais même pas où je vais, je sais même pas ce que je vais dire, mais je le fais. Le but de ce podcast, c'était juste de faire. Mais petit à petit, je me suis rendu compte d'épisode en épisode que j'avais cette... je sais pas si c'est un besoin ou une envie de... Non seulement de parler évidemment de ma mère, mais de tout ce qui en a découlé derrière. Et au début, j'osais pas du tout parler des ressentis. Pas du tout, du tout. Déjà parce qu'il y a des gens qui les ont découverts, ces ressentis, au moment de l'écoute du podcast dans mon entourage. J'en parlais pas à tout le monde.
parce que ça fait peur. Il y a des gens qui sont pas prêts à entendre parler de ce qu'on appelle la mort, alors que pour moi c'est juste un passage et que je parle juste de la vie après la vie. C'est la vie qui continue, mais il y a des gens qui sont pas prêts. Donc voilà, première saison, je la fais surtout pour partager des choses. L'idée aussi, c'était de trouver un truc un peu naturel. C'est-à-dire, il n'y a pas de montage, il n'y a pas un truc comme ça. Voilà, sur le fil, on laisse tout ce qui vient. Et ce qui vient souvent, c'est ces sujets-là. Donc, deuxième saison de mon podcast, j'ai décidé d'assumer et de cette fois d'essayer de raconter un peu, pour essayer, en le racontant, de comprendre ce qui m'arrivait, en fait. Et pour l'instant, ouais, j'ai l'impression que je fais un pas en avant, 10 en arrière, tous les jours, en fait. Il y a des moments où je me dis, bah ouais, c'est quand même incroyable. C'est vraiment en train d'arriver. Et d'autres moments où je me dis, mais n'importe quoi, ma pauvre fille, t'inventes. Parce que c'est pas... c'est pas palpable. Il y a plein de gens à qui j'ai eu à transmettre des messages qui ont pu identifier, mais le moment où moi, je dois aller voir la personne, j'ai toujours peur de me planter. Donc ça me demande un peu comme si je me jetais dans le vide, parce qu'il y a des gens vraiment qui me regardent, qui sont... ah non, je vois pas... Et... Parfois, c'est des gens que je vais jamais revoir. J'ai eu des gens aussi qui m'ont rattrapé après. Enfin, je m'en allais, du coup. Je dis, je sais pas, je suis allée dans une librairie, j'avais un message pour la dame qui était à la caisse. Donc, je lui transmets. Enfin, je lui dis, elle me regarde sans me parler, en fait. Elle m'écoute. Et puis, je pense qu'elle se dit, bon, est-ce qu'elle va me demander de l'argent à la fin ? Je sais pas ce qu'elle se dit de moi, mais... Puis je suis avec ma fille que je tiens à la main à ce moment-là. Et moi, j'ai qu'une envie, une fois que j'ai transmis le message, c'est de partir en courant. Donc c'est presque ce que je fais, c'est-à-dire, je paye et puis je m'en vais. Et heureusement, elle est venue, elle m'a rattrapée en courant, cette dame, pour me dire, je suis désolée, j'étais un peu sonnée. En fait, vous pouvez me redire ce que vous venez de me dire ? Et je lui ai redit, et en fait, elle a confirmé... toutes les choses, les informations que je recevais. Mais si elle n'était pas venue me voir, je serais repartie la boule au ventre en me disant, oh là, mais c'est n'importe quoi. Parce que il y a moi qui vis ces choses-là, puis il y a mon amoureux derrière qui déjà, avec le passif que j'ai, a bien voulu rester. Mais là, c'est comme si j'arrivais avec une nouvelle carte à dire, alors maintenant, tu croyais être tranquille ? Eh ben non, regarde, maintenant, on met la carte des ressentis. Parce que il y a des médiums qui existent aujourd'hui, qu'on peut aller consulter en cabinet, par téléphone et tout. C'est des vivants qui vont les voir. Des gens vivants qui viennent pour entrer en communication avec des gens morts. Mais moi, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'ai jamais fait cette expérience. Pour l'instant, je me l'autorise pas. Je laisse les gens morts venir me voir s'ils en ont besoin, envie ou voilà. Mais ouais, je chemine doucement sur ce chemin un peu mystérieux. Un peu, c'est particulier. Et ça fait tout le charme de ton podcast, cette intimité dans laquelle tu nous emmènes, cette réflexion que tu as et que tu nous pousses à faire avec toi sur ce qu'est la vie, ce qu'est son essence et est-ce qu'il y a un après vraiment, etc., etc. C'est une question qu'on se pose tous, je pense. On est de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, je pense. Et si tu veux, moi je suis plutôt partisan de dire que je ne suis pas sûr que la vie ait un sens en tant que tel. Par contre, on peut donner un sens à sa vie. Ah, tu penses ça, toi ? C'est marrant. Ouais. Parce que moi, je pense que avant de venir, on a choisi comme une mission, tu vois, un truc. Donc tu parles là de la vie avant la vie. L'hypothèse que l'on puisse s'incarner en tant que mortel, avec un objectif de vie déterminé à l'avance. Ouais. Le seul souci avec ça, j'allais dire ton prénom, mais le seul souci avec ça, c'est que si on se lance là-dessus, là, on est parti pour un épisode de non, rejoignez-moi sur la voie. On en reparlera de ça, mais non, mais c'est marrant. Après, c'est hyper intéressant. D'échanger aussi. C'est hyper intéressant. Non, je vous laisse tranquille. Franchement, déjà là, si vous avez réussi à aller jusqu'à la fin de ce podcast. Oh, quelle expérience, franchement. Ah, le podcast, c'est un exercice, attention. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le film Saul sur ce sujet ? Non, ça te dit rien du tout ? Non, j'ai pas vu encore. C'est un super dessin animé qu'a sorti Pixar cet hiver sur justement cette histoire d'une personne à qui il y arrive un accident, sans trop spoiler, et qui découvre la vie d'après. Et également, ils évoquent cette hypothèse de la vie avant la vie, en fait. Et ce personnage-là aide une petite âme
à trouver son chemin de vie pour pouvoir se réincarner sur Terre. Donc c'est un film super. J'ai trop envie de le voir. Voilà, très intéressant, avec une double lecture parent-enfant. Et il y a beaucoup de profondeur dans ce dessin animé. Je regarderai. Moi, je l'ai trouvé très. Puis en plus, t'imagines, ça veut dire que les enfants, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs films sur le sujet quand même. Et moi, j'ai bon espoir sur la génération de nos enfants. Qui risque quand même d'être beaucoup plus ouvert à plein de sujets, notamment grâce à ce genre de film-là, quoi. On évolue vraiment, on est dans une phase d'évolution. Tu vois, on est nombreux aussi à essayer d'enlever le tabou autour de la mort, parce qu'elle fait partie de la vie, et on le voit bien, si dans ces films-là, ils en parlent aussi. C'est un sujet qui, à terme, dans plusieurs années, fera beaucoup moins peur, je pense. Ouais, j'en suis sûr. Il y a des gens formidables qui font un travail dessus depuis des années. Stéphane Alix, par exemple, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet, qui fait des enquêtes approfondies sur cette thématique-là. Donc oui, je suis convaincu que voilà. Pour poursuivre, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose ? Ah non, là déjà, je me suis saoulée moi-même là en parlant autant. Donc non, merci. Merci. Merci pour la séance psy gratuite, ça fait du bien. Bah, écoute, de rien. Je recommence à avoir des angoisses, tu vois, là d'un coup je dis ah ouais, ça me fait du bien quand même de... T'inquiète pas. Je vous mets dans la confidence, vous qui écoutez le podcast. Une des premières choses qu'Emeline m'a dit avant de commencer l'enregistrement, elle m'a dit Teddy, tu devrais faire coach. Voilà. Bah ouais. Donc voilà, ça commence maintenant. Renseigne-toi quand même, hein. Renseigne-toi. Après, tu sais, j'ai un de mes très bons amis qui s'appelle Samuel, d'ailleurs, qui est sophrologue sur Périgueux, qui m'a dit dernièrement, tu vois, cette question d'accompagner les gens, je le fais. Je le fais avec tranquillité.fr. C'est aussi ma manière à moi d'apporter mon soutien et d'accompagner les personnes pendant ces moments-là. Donc le fait de soulager et de décharger les personnes de l'administratif qui accompagnent les obsèques, enfin qui suivent les obsèques plutôt, c'est ma manière à moi aussi d'accompagner les gens. Ah oui, c'est ce qui vient. Mais ça vient t'ajouter un truc au moment du décès de la personne. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de gens traumatisés par tout ce qu'on leur demande administrativement. Mais moi, je disais qu'en plus, parce que bien sûr, c'est pas comme si tu étais déjà bien surchargé de travail. Je disais, en plus, vraiment, je pense qu'il y a un truc à creuser au niveau du coaching, ou pourquoi pas, vous retrouverez bientôt, et vous penserez à moi peut-être Teddy, sous forme de petites capsules vidéo de coaching. Voilà ce que j'imagine pour toi. Merci. On en reparlera, on verra bien. Ok, on en reparlera. En tout cas, merci beaucoup, ma chère voix, pour ton temps et avoir accepté de partager à nouveau ton histoire avec nous et avec moi sur ce podcast. Je suis vraiment enchanté de te compter parmi les personnes que j'ai pu avoir avec moi pour cette première saison de Vivant. Merci. Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends soin de toi et à bientôt. À bientôt Teddy, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le dernier épisode de Vivant pour cette première saison. Enfin, dernier, pas tout à fait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un ultime épisode, on va dire un épisode bonus, qui ne ressemblera vraiment à aucun autre. En attendant, et comme à chaque fois, je vous invite à aller mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Enfin, si vous souhaitez vous libérer des démarches administratives qui accompagnent les obsèques d'un proche, et ce, en quelques minutes et vraiment simplement, contactez-nous sur notre site tranquillité.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour cet épisode bonus. D'ici là, prenez soin de vous.